Donc, je vous souhaite à tous, à toutes, la bienvenue pour cette intervention, ce live Facebook qui concerne ce qui a été dit hier par le président de la République concernant la fermeture des écoles à partir de lundi et donc que les enfants vont rester à la maison. Donc, situation qui est inédite parce que de souvenirs, depuis que j'ai été moi-même à l'école, et depuis que j'ai été moi-même à l'école et depuis que je suis enseignant, c'est la première fois qu'on vit quelque chose comme ça. Donc, c'est un événement extraordinaire, c'est un événement peu commun, et face à son ampleur, on a besoin de s'organiser. C'est en partageant ce genre de moments qu'on va pouvoir essayer de profiter les uns des autres. Quand je dis profiter, bien entendu, c'est pas dans un mauvais sens du terme. Au contraire, c'est dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que actuellement, moi, j'essaie de faire ce que je peux faire à mon échelle pour aider un peu les familles, les amis, les personnes qui suivent le travail que l'on développe au sein de l'académie, de la MK Academy. Et voilà, donc on a un certain nombre d'expériences et on aimerait mettre à profit cette expérience pour aider les gens. Et donc voilà, si vous voulez intervenir pour faire des commentaires, aider les autres, n'hésitez pas à le faire. Comme ça, moi, je lis au fur et à mesure et je relais vos interventions qui pourront aider tout le monde. Alors, je vais faire un petit topo, ça ne va pas durer très longtemps. Et mon objectif, c'est d'aider le maximum de personnes qui en auraient besoin, qui estiment qu'elles ont besoin, à un moment donné, dans cette épreuve que nous traversons tous du coronavirus. Alors, je ne vais pas entrer dans les débats sur le coronavirus, parce que ce n'est pas ma compétence. Et en fait, ça fait perdre du temps et de l'énergie, et puis il n'y a aucun intérêt, pour moi du moins, je parle pour moi toujours. Et donc de ce côté-là, je ne vais pas me prendre la tête à essayer de savoir l'origine et tout. Ce qui est sûr et certain, c'est que le président, il a parlé, et il a dit les écoles sont fermées. Donc, cela, ça va nécessiter de s'organiser. Donc, ça veut dire que depuis qu'il a annoncé ça, les gens se sont rués pour aller faire les courses, pour prendre des vivres, etc., etc. Et on va passer un week-end. On ne sait pas exactement comment les gens vont réagir. Et ensuite, on va lundi, à partir de lundi, on va une organisation exceptionnelle parce que si les enfants restent à la maison, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de parents qui ne vont pas aller travailler. Du moins pour ceux qui sont obligés d'aller se déplacer, là, ce ne sera pas possible parce que la psychose, elle va gagner du terrain à tous les niveaux, dans les transports en commun, dans la rue, dans les grandes surfaces. Il y a plein de magasins qui ferment, il y a plein de lieux qui regroupent du public qui vont fermer. Donc, on va voir les enfants à la maison. Et ça, c'est la chose sur laquelle moi, je veux me centrer ce soir dans mon intervention. La première chose que je voudrais vous partager, c'est la maîtrise. La maîtrise. On va se maîtriser, première chose. Parce que quand on est dans la précipitation, quand on est sous le coup de l'émotion, comme vous le savez tous, bien entendu, je vous fais que des rappels, je pense que ce que je vais dire relève pour la 99% du bon sens, donc ce n'est pas des choses extraordinaires que je vais rappeler. Mais c'est des rappels, parce que les rappels, c'est toujours bon à prendre. Donc je vous disais, la maîtrise, il faut se maîtriser, la maîtrise de soi. C'est-à-dire que si on succombe à nos émotions, si elles nous envahissent, on va avoir des réactions qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas réfléchies, qui ne vont pas dans le bon sens. Et on va faire comme toutes ces personnes qui, dès qu'on aura donné un coup d'information, elles sont parties se ruer pour acheter des vivres comme si on vivait une fin du monde. C'est exactement la réaction qu'il ne faut pas avoir. La première chose, c'est on se maîtrise. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'émotion, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas peur, ça ne veut pas dire on ne ressent pas des choses. Ça, c'est humain, c'est normal, c'est bien et c'est sain. Ce qui est important, c'est de ne pas se laisser envahir par ces émotions, et ce ne sont pas nos émotions qui doivent dicter notre comportement, c'est notre raison. Donc, il faut peser le pour et le contre entre ce qui relève de l'émotion et ce qui relève de la réflexion. Donc, première chose. Après avoir dit qu'il était important de se maîtriser, il y a un autre élément qui donne raison à cela, c'est le fait d'avoir un comportement, entre guillemets, exemplaire vis-à-vis des enfants. Parce que c'est vers eux qu'on veut accentuer notre travail, au moins diriger notre travail. C'est si vous avez un comportement inadéquat
exagéré, abusif, vous allez donner le ton pour vos enfants. C'est-à-dire que dans les mêmes situations, ils vont voir que c'est de cette manière-là qu'il faut réagir. Ils vont l'enregistrer, se programmer. Dès que ça va se reproduire ou se reproduira une situation, ou se produira pardon, une situation similaire, ils vont agir par mimétisme. C'est humain, c'est normal. Donc déjà pour nous, il faut que nous soyons calmes pour prendre de bonnes décisions. Et ça, deuxième chose, avoir un impact sur nos enfants. Et ça, c'est fondamental. Une deuxième chose par rapport à la maîtrise, c'est l'information. Si, dans une situation de crise, on passe notre temps devant BFM TV ou LCI ou des chaînes dont le rôle est de donner de l'information, mais elles le font de manière continue, donc elles, c'est leur travail. Mais si nous, on est constamment connecté à elles, eh bien, on entretient le degré d'angoisse. Donc, une autre chose qui est utile de faire, à mon sens, c'est de ne pas regarder toute la journée les informations. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas regarder les informations. On peut regarder de l'information, mais à petite dose pour s'informer, pas pour s'abreuver, pas pour se nourrir constamment. Pourquoi? Parce que ils sont obligés dans les médias de parler de plein de choses différentes, de monter un petit peu la sauce, et des fois, il y a des journalistes ou des intervenants qui ne maîtrisent pas tout ce qu'ils disent, parce qu'il y a le feu de l'action, et qui vont raconter des fois un peu n'importe quoi. Une chose que je trouve utile à faire, c'est d'aller sur le site du gouvernement pour voir exactement les informations qui sont fiables. Aujourd'hui, sur Internet, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. Il y a plein de sources différentes, discordantes. Un coup, c'est les reptiliens, un coup, c'est les Illuminati, un coup, c'est les extraterrestres, un coup, c'est les Schtroumpfs, un coup, c'est Jacques Chirac, un coup, c'est Manuel Valls qui va revenir. En fait, il y a la psychose, c'est la boîte de Pandore, elle laisse la porte ouverte à toutes les dérives. Donc, si on veut aller trouver une information fiable, c'est l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et le gouvernement. Je ne dis pas qu'ils vont dire la vérité ou pas. Leur rôle, normalement, s'ils sont honnêtes, c'est de dire la vérité. On peut leur faire un procès d'intention. Mais ce qui est important, c'est que comme ce sont des informations officielles, ils sont obligés de mesurer la teneur des propos qu'ils vont inscrire sur leur site Internet. Donc tout à l'heure, j'ai été voir un petit peu comment ils présentaient les choses par rapport au coronavirus. Et c'est important, à mon sens, d'aller voir et de lire des informations qui sont fiables. Donc, je n'ai pas dit que BFM, ce n'était pas fiable. Je ne dirais pas non plus qu'elles sont fiables ou pas. Je ne vais pas dans un sens ou dans l'autre. Mais je vous dirais que des informations officielles, elles donnent le ton sur quelque chose de plus vérifiable. Voilà. Voilà. Ça, c'est un truc qui me paraît important. Ensuite, la solidarité. Ça fait un peu, on dirait un discours politique. En plus, il y a les élections dimanche. Non, la solidarité, parce que j'ai été quand même choqué, mais je vous dis la vérité, j'ai été très choqué des comportements des gens dans les magasins, dans les vidéos qu'on a vues sur YouTube, de voir des gens, sous prétexte qu'il y a un climat qui fait peur, de s'adonner à de la violence, de s'adonner à l'individualisme. Et là, on est malheureux en tant qu'être humain qui aime les autres humains, qui apprécie l'humanité, qui veut apporter sa contribution à l'humanité, de voir que des gens s'entre-déchirent alors que nous sommes tous égaux face à cette pandémie, face à ce virus. Il ne fera pas de différence entre un riche, un pauvre, un noir, un arabe, un français, un anglais, un musulman, un juif, un athée. Il ne fera pas de différence. Il rentre dans ton corps. Si tu dois tomber malade, tu tomberas malade. Et si tu dois mourir, tu vas mourir. Donc, face à cela, on pourrait avoir des comportements beaucoup plus dignes, beaucoup plus humains. Surtout de protéger les personnes âgées, de protéger les personnes qui sont les plus faibles. On nous a répété à longueur d'émission que dans la grande proportion, ce virus n'est pas dangereux. C'est ça les informations qui sont fiables. Donc, il faut les croire sur parole, qu'il touchait le moins les enfants et que les personnes les plus vulnérables, c'est les personnes âgées. Donc, on pourrait s'organiser dans les familles, s'organiser dans les résidences, dans les quartiers, s'organiser dans toutes les collectivités humaines pour savoir comment on peut s'en sortir. C'est un élément qui est important. Nous, on croit que parce que on va
aller à Carrefour-Auchan faire le plein de vivres et se barricader pendant 14 jours, le temps d'incubation de la maladie pour qu'elle s'en aille, et qu'on va sauver sa peau, je vais vous raconter une histoire. J'ai lu dans un livre, alors c'est Le jeûne thérapeutique, le jeûne, nouvelle thérapie, point d'interrogation, du journaliste Thierry de l'Estrade. Donc c'est un livre qui a été écrit sur le sujet du jeûne thérapeutique. C'est parmi, ou je pense même le reportage le plus regardé sur la chaîne Arte, où il raconte une histoire. Il dit, il y a eu un siège pendant une guerre en Russie, et en fait, les habitants d'une ville s'étaient barricadés chez eux, et la ville était en état de siège. C'est-à-dire que l'armée adverse était aux portes de la ville, et elle essayait de pénétrer à l'intérieur. Donc, et les gens se sont barricadés, ils ont fait des vivres, ils ont rempli leur placard de nourriture, de l'eau, ils ont été les bunkers, ils se sont mis sous la terre, etc., etc. Donc la guerre a eu lieu, et quand la guerre s'est terminée et qu'on est rentré dans cette ville pour faire un peu l'état des lieux de ce qui s'était passé, ils sont rentrés dans les maisons et ils ont découvert une chose stupéfiante. Ils ont découvert des gens sans trace de blessures qui étaient morts, allongés sur le sol, en grand nombre dans les maisons, sans trace de blessures, sans trace de maladie apparente. Ils se sont dit, ils ont dû mourir de faim parce que le siège a duré longtemps. Ils ont ouvert les placards, et là, surprise, les placards étaient remplis de nourriture. Remplis de nourriture. Et avec les analyses et les autopsies, de quoi se sont rendus compte les médecins et les militaires, c'est que qu'est-ce qui a tué ces personnes? C'est la peur. C'est le fait d'avoir peur. C'est le fait d'avoir peur et de s'être laissé envahir par cette peur. Et là, on voit que le degré d'atteinte d'une maladie, bien sûr, elle a une composante, un niveau qui est physique, physiologique, qui attaque l'immunité. Si on est faible, ça nous atteint. Mais il y a un côté psychologique qui est aggravant du côté physique et physiologique. Même si on peut, admettons qu'on ne puisse rien faire du côté physique et physiologique, au moins du côté mental, du côté spirituel, du côté intellectuel, il y a un effort de compréhension, de calme, de résistance intelligente qui va nous permettre de ne pas laisser les portes à plus que ce que la maladie, elle peut avoir comme effet sur nous. Ça, c'est un point qui me semble super important, et encore plus quand on a des enfants. Donc, la solidarité, soyons solidaires avec les personnes qui en ont besoin. Le troisième élément, et là, toute ma première partie, elle concerne les valeurs, parce que c'est ce qui tire les êtres humains à faire une chose ou pas, ou qui les pousse à faire une chose ou pas. La dernière chose avec cette partie, c'est l'honnêteté. Il faut être honnête. Et on a vu pulluler sur Internet, dans les commerces, une chose qui franchement, il me dégoûte. C'est dégoûtant quand tu aimes l'humanité, quand tu veux préserver l'humanité, quand tu veux aider l'humanité, c'est de voir la flambée des prix sur certains produits. On l'a vu à travers les masques, on l'a vu à travers les gels hydroalcooliques, on l'a vu sur un certain nombre de produits. Et là, on se dit, mais c'est pas possible. C'est pourquoi on se comporte de la sorte? Pourquoi il y a des gens qui, à la moindre turbulence, à la moindre secousse, au moindre problème, ils ont cette tendance à augmenter les prix, à augmenter. C'est horrible, c'est dégoûtant, c'est dégueulasse. Et franchement, vous devriez avoir honte. Et ce n'est pas une attitude qui est honnête. C'est pas honnête du tout. Et c'est le contraire qu'on devrait faire. C'est là, on est tous les êtres humains, il y a un gros problème. C'est comme si on était attaqué par des extraterrestres. Le coronavirus, c'est quelque chose qui n'est pas de la même nature que l'être humain. Mais sinon, on ne fait pas une résistance commune. Qu'est-ce qui va se passer? L'autre, il a les moyens, il va se sauver. L'autre, il a les moyens, il va acheter 10 000 litres de trucs hydroalcooliques. L'autre, il a les moyens de se sauver sur Mars. Et qu'est-ce qu'il en est de la beauté de l'espèce humaine? Qu'est-ce qu'il en est de la beauté de la solidarité? Mais si on doit mourir, on va tous mourir, mais au moins qu'on meure en union, en communion avec la beauté de la solidarité, toutes les valeurs humaines. Je n'appelle pas non plus au suicide, faut pas abuser. Par contre, c'est pas la peine de tomber dans la psychose. Et c'est pas la peine de croire que on va se sauver juste parce qu'on aura plus de trucs hydroalcooliques, plus de masques. Voilà ce que je voulais dire. Maintenant, du point de vue pratico-pratique, lundi, les écoles sont fermées. On va se retrouver avec nos enfants devant nous à la maison.
Et il y a des choses qui sont pires que le coronavirus et qui peuvent commencer à partir de lundi. Donc, l'éducation, l'instruction, le savoir, l'apprentissage est la meilleure des protections. C'est la meilleure des protections parce qu'elle permet de comprendre une situation, de la mesurer à sa juste valeur. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire, que l'on peut développer avec nos enfants à la maison. C'est nécessaire, c'est fondamental. Et il y a quelque chose de digne dans ça parce qu'on va continuer à enseigner à nos enfants, à leur apprendre des choses malgré le fait que le monde il est turbulent. On va créer des petites oasis comme ça d'humanité, d'éducation, de rapprochement, de communication avec nos enfants à la maison. Et il y a un danger qui guette toutes les familles. C'est, à votre avis, qu'est-ce que ça pourrait être? C'est le danger qui guette toutes les familles. C'est un danger qui existe depuis une soixantaine d'années dans tous les foyers des pays occidentaux et orientaux et dans le monde entier. Un fléau qui s'est propagé pire que le coronavirus et qui pourrait engendrer des conséquences sur une génération, voire la transmettre à une prochaine génération. À votre avis, ce serait quoi? Alors, je ne sais pas si vous pouvez écrire sur votre clavier de téléphone ou sur votre ordinateur, mais je vais vous le dire, ce sont les écrans. Alors, je ne parle pas des écrans en termes de technologie, je ne parle pas des écrans parce qu'on va lire un article scientifique ou littéraire, je ne vous parle pas un écran du journaliste qui va rédiger un article, je ne vous parle pas de l'écran qui sert à donner des cours, je vous parle de l'écran récréatif, je vous parle des films, des dessins animés, je vous parle des tablettes avec des jeux supposés intellectuels, des jeux dans lesquels on bouge le doigt et on fait croire aux gens qu'en bougeant le doigt, tu deviens intelligent. C'est un danger. Alors, bien sûr, j'ai dit récréatif, je n'ai pas dit regarder des reportages, je ne parle pas de ça. Je parle vraiment, comme on a du temps à la maison avec nos enfants, on va les poser devant un écran qui va les hypnotiser pour occuper leur temps et nous, on va avoir l'impression d'être tranquille. Ça, je n'ai pas le temps d'en faire la démonstration ce soir. Ce serait intéressant de le faire. Par contre, je vous renvoie à 2 livres qui sont très bien, à mon sens. C'est TV Lobotomie de Michel Desmurger dans un premier temps. Et alors, si vous ne voulez pas perdre de temps et aller directement aux dernières recherches scientifiques concernant ce domaine, c'est La fabrique du crétin digital du même Michel Desmurger. Un seul élément par rapport à ça, c'est ce qu'on appelle la cascade causale. La cascade causale. C'est quoi la cascade causale? C'est la conséquence cognitive, pratiquement neurologique, du fait de trop regarder la télévision. Quand je dis trop, c'est pas non plus 6 heures, hein. Il suffit qu'1 heure par jour, hein. Et même moins qu'1 heure par jour, pour modifier une position cognitive chez un enfant pour que ça reste toute sa vie comme ça. En termes de construction du monde, en termes de modèles de vie, de modèles familiaux, de modèles de consommation, concernant la sexualité, concernant l'alcool, concernant la drogue, concernant les rapports sexuels entre les êtres humains. Tout ça, c'est important parce que pendant 3 semaines, si on met nos enfants plus avec les Netflix, le streaming, le je sais pas quoi, on est face à une profusion de ce genre de contenu. Comme on ne les maîtrise pas, et en plus, ils vont nous libérer du temps parce qu'une part d'entre nous, on a développé une individualité très poussée, pour ne pas dire un individualisme, eh bien, nous, ça nous sert, nous, ça nous arrange en tant que personnes égotiques, mais en termes d'équilibre personnel, d'équilibre familial, d'équilibre pour le futur, ça pose un sérieux problème. Les outils. D'abord, il n'y a pas mieux que l'outil humain et la transmission humaine. Donc, c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont une possibilité d'accompagner leurs enfants en leur donnant des cours eux-mêmes, c'est le meilleur moyen. D'une part, vous allez aider vos enfants à assurer le travail scolaire, et d'autre part, vous allez pouvoir avoir de la communication, et plus on communique avec nos enfants et de la meilleure manière, et plus on va entretenir ce lien de confiance
pas uniquement basé sur du fonctionnel, fais ton lit, va là-bas, fais ceci, mais là, il y a un rapport qui va s'installer par rapport au savoir, par rapport de comprendre, c'est l'occasion de comprendre comment nos enfants apprennent. Je parle surtout pour ceux qui ne savent pas, hein. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, je parle à ces gens-là, ceux qui ont l'habitude, bon, pour vous c'est normal. Mais si vous n'avez pas l'habitude de faire les devoirs avec vos enfants, si vous n'avez pas l'habitude d'être assis à regarder ce qu'ils font dans leur cahier, c'est une bonne occasion de le faire et c'est une bonne occasion de vous rapprocher de vos enfants par un lien qui est très important, qui est celui de l'apprentissage. Voilà. On ne va pas uniquement déléguer l'apprentissage à l'école. Donc là, c'est aussi une occasion rêvée. Malheureusement, on est dans un contexte de maladie, mais profitons quand même pour voir le bon côté des choses et être optimiste à cet égard, c'est de pouvoir s'asseoir avec nos enfants, développer de la communication, les aider. Donc, il n'y a pas de meilleure transmission que la transmission humaine. Ça, c'est le premier point. Un autre point qui est important, ça va être la lecture. La lecture, vous me connaissez, vous savez mon attrait pour la lecture. La lecture, c'est un bon moyen. Pour moi, la lecture et l'écriture, ce sont les deux exercices intellectuels les plus puissants qu'est l'être humain, il est à sa disposition. Voilà, c'est aussi simple que cela. Et on peut utiliser toutes les applications de la galaxie, de l'univers, de Dragon Ball Z, de ce que vous voulez. Il n'y a pas mieux que lire et écrire des textes. C'est ce que l'être humain, depuis l'homme préhistorique jusqu'à maintenant, on n'a pas fait mieux. Et on peut nous dire, oui, l'intelligence artificielle et les ordinateurs, on peut pas changer des milliers d'années d'histoire pour 60 ans d'expérience humaine dont on ne connaît même pas les conséquences sur le cerveau des gens. Alors, c'est faux ce que je viens de dire. C'est pas qu'on ne connaît pas, on connaît. Et on sait très bien que les outils électroniques, pour une grande part d'entre eux, abrutissent les gens. Ça, on le sait, ce sont des preuves scientifiques. Il n'y a que les aveugles qui veulent pas voir et les gens qui veulent se voiler la face et qui veulent juste occuper leur temps et qui préfèrent que leurs enfants ne soient pas dans leurs pattes. Une fois qu'on a dépassé ce stade et qu'on a une conscience, on se dit mais qu'est-ce que je peux réellement faire pour mes enfants? Eh bien là, on se dit, pendant des milliers d'années, les gens ont éduqué leurs enfants, ils leur ont transmis du savoir et un scientifique nous dit c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une génération qui vient a un QI, un quotient intellectuel inférieur à la génération qui la précède. C'est horrible. Donc, le choix, il est compliqué, mais pas tant que ça en réalité. C'est soit on a le courage, soit on n'a pas le courage. Après, il faut l'avouer et dire non, moi je laisse mes enfants devant Netflix, ça m'arrange. Comme ça, moi je suis sur Facebook, comme ça, moi je peux m'amuser. Chacun s'amuse de son côté. Par contre, après, il ne faut pas aller rouspéter pour dire fais tes devoirs, lis un livre, mais t'es un abruti et t'es pas capable. Non. Les compétences, les savoirs, l'acquisition se fait dès le plus jeune âge. La lecture, lire sous toutes ses formes. D'accord? Même s'ils lisent des mangas, dans un premier temps, on leur dira, c'est pas grave, lis ton manga. À propos des mangas, il y a une étude qui a été faite par un neuroscientifique espagnol, il me semble, qui a étudié les mangas et leur influence sur le cerveau. Mais c'est pas le propos de la vidéo. Maintenant, du point de vue numérique, parce que c'est vraiment utile. Et quand moi je vous parle des écrans, je vous parle des écrans récréatifs et pas de tout ce qui a trait à l'éducation, qui est éducatif. Vous avez dans la description de cette vidéo 4 liens. Je vais vous les décrire très succinctement. Le premier lien, c'est une formation gratuite qui est disponible, que je vous donne dans le lien. Vous cliquez dessus, elle s'appelle les piliers de l'apprentissage et c'est une formation au cours de laquelle j'explique les 4 piliers fondamentaux dans tout apprentissage. Je me suis dit, quand j'ai fait cette formation, c'était un webinaire à la base que j'ai transformé en formation gratuite pour que les parents, ils aient à leur disposition des outils de compréhension, comment ça fonctionne dans la tête de la plupart des êtres humains. On va pas faire du sur-mesure, hein, je suis pas neurochirurgien, je suis pas neuropédagogue ou neuropsychiatre. Par contre, ce que je peux dire, c'est que j'ai travaillé dans l'éducation nationale pendant des années. J'ai eu des enfants de 7, 8, 9, 10, 11, 12. Après, j'étais au lycée. Donc, je vois comment les gens apprennent de manière empirique, même si j'ai des connaissances théoriques. Là, j'ai poussé un peu. J'ai fait un peu de la recherche dans divers bouquins, dont le livre de Stanislas Dehaene, Les neurones de l'apprentissage et Apprendre. Il a un autre livre qui s'appelle Apprendre. Vous pouvez consulter ces ouvrages
Par contre, si vous regardez la formation vidéo, ce sera beaucoup plus utile pour comprendre et ça va vous aider à aider vos enfants. Vos enfants et peut-être même vous aider vous-même à comprendre comment ça marche la concentration, comment ça marche l'attention, hein, être attentif en classe, être attentif dans les devoirs, comment ça marche ce qu'on appelle le contrôle permanent, hein, l'aiguillage permanent. Tout ça, c'est des notions fondamentales. Le deuxième lien que je vous ai mis, alors là, c'est vraiment du lourd, c'est vraiment super, c'est un ensemble d'éditeurs qui font des livres avec Reds, Robert, Bordas, vous connaissez ces maisons d'édition, elles ont créé une plateforme dans laquelle ils mettent à disposition gratuitement pendant toute la durée c'est un confinement finalement, c'est le confinement à partir de lundi, les livres gratuitement en consultation libre dont je vous ai mis le site. Donc vous cliquez dessus, vous avez un moteur de recherche c'est un site avec un moteur de recherche, vous mettez le niveau de l'enfant, la matière, l'éditeur éventuellement si vous avez un éditeur préféré. Vous cliquez dessus et vous allez avoir accès à des bouquins gratuitement. Et en général, ces bouquins sont payants. Donc là, ça va vous permettre d'avoir des bouquins qui sont écrits d'après les programmes officiels. Donc ça va vous permettre de faire la continuité de ce qui est fait dans l'éducation nationale et de ne pas couper les ponts. Là, j'en profite, je fais une petite digression comme souvent dans mes discours. C'est que là, actuellement, les 3 semaines, si on ne prend pas le problème de l'éducation de nos enfants à bras-le-corps, les conséquences en termes de retard dans les mois futurs pourront être désastreuses. Les enseignants ont mis du temps à construire le savoir des enfants depuis le mois de septembre. Il se peut qu'avec ces 3 semaines, si on s'y prend d'une manière qui ne convient pas, qu'on casse, alors peut-être pas tout le travail qui a été fait, mais une grande partie du travail qui a été fait. Ne faites pas des 3 semaines qui arrivent, parce que ça peut durer 3 jours, 1 semaine, on ne sait pas. Mais il faut se préparer au pire pour que l'on puisse anticiper pour après. Si on ne prend pas la mesure, on va perdre avec nos enfants, on va perdre du niveau scolaire. Et après, quand ils vont arriver en septembre 2020, eh bien, en vérité, ils n'auront pas le vrai niveau qu'ils devraient avoir. Donc, c'est un moment qui est décisif. J'ai pas envie de vous faire peur. J'ai pas envie de vous faire peur dans le sens non. J'ai envie d'alerter votre conscience. J'ai envie d'interpeller votre intelligence parce que je sais que vous êtes intelligent. Oui, on est tous pareils. Moi-même, je travaille, ma femme travaille. On a 4 enfants, 3 scolarisés, donc c'est difficile. Mais je préfère investir dans les 3 semaines dans mes enfants plutôt que aller juste chercher de l'argent avec mon travail, alors que je ne suis même pas sûr de pouvoir y aller parce que tout le monde a des problèmes à ce niveau-là, et juste pour leur payer des conditions matérielles. Le plus important, ce n'est pas les conditions matérielles, c'est l'éducation. Le plus grand cadeau qu'un papa, qu'une maman puisse faire à leurs enfants, c'est une bonne éducation. Une bonne éducation. Ça, c'était le deuxième lien. Le troisième lien que je vous ai mis, c'est Postexo. Postexo, c'est une application pour mettre en relation des professeurs avec des élèves. Elle a une particularité, cette application. Elle est très bien faite, donc vous cliquez dessus, vous verrez un peu, elle est très bien faite. Donc, vous cliquez, vous avez l'application sur votre téléphone ou votre tablette, et c'est là que la tablette, c'est intéressant pour les enfants. Vous travaillez avec vos enfants. Si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, parce que si un parent, il arrive à un niveau, peut-être en collège, il peut aider son enfant. Mais des fois, en physique, en mathématiques, en philosophie, on n'arriverait peut-être pas à aider nos enfants au niveau du lycée quand ils passent le bac. Là, vous faites un exercice avec votre enfant, vous l'aidez, vous bloquez. Vous allez sur cette application, donc vous vous inscrivez, et vous mettez le problème, vous le mettez dans l'application. Vous dites, voilà, j'ai tel problème, j'arrive pas à résoudre tel exercice. L'application envoie une notification à plein de professeurs qui sont inscrits sur cette application. Et donc, les profs, ils regardent. Et s'il veut vous aider, il va cliquer, rentrer en contact avec vous et vous donner un cours particulier sur la question. Ce qui est intéressant dans cette application, c'est que
Elle va comptabiliser le temps de l'échange et le paiement se fera en fonction du temps passé dans la résolution du problème de l'enfant et du parent. C'est ça qui est intéressant. Et on n'est pas obligé de prendre 3 heures, 2 heures. C'est ça qui est bien avec cette application. Donc, j'ai eu tout à l'heure en ligne celui qui a créé cette application et il a même encouragé les professeurs à donner en solidarité par rapport à cette période des cours gratuitement, 1 heure ou 2 heures par jour, de se rendre disponible 1 heure ou 2 heures par jour pour pouvoir aider gratuitement des personnes qui en auraient besoin. Donc, je vous encourage à télécharger cette application. Moi, perso, je n'y gagne à rien du tout en termes matériels, mais rien du tout, ni avec les livres en ligne, ni avec ma formation gratuite, parce qu'elle est gratuite. Le quatrième, et je terminerai avec ça, le quatrième plan que je peux vous donner, c'est MaxiCours. MaxiCours, c'est une plateforme de cours en ligne, c'est comme Academia, c'est comme les cours Legendre, c'est comme Complétude, sauf que ils ont un fonctionnement assez particulier. Le principe est assez simple. Vous cliquez sur MaxiCours, vous vous inscrivez à partir de lundi parce que là, c'est fermé, et ils ont mis gratuitement toutes leurs ressources disponibles pendant toute la durée du confinement, à partir de lundi, donc, de 9 heures à 17 heures. Donc, c'est pendant le temps scolaire. De 9 heures à 17 heures, du lundi au vendredi. Donc, vous travaillez avec vos enfants. Dans la journée, alors, pensez à le faire lundi matin. Pensez à le faire lundi matin. N'attendez pas que l'information se circule et qu'après, vous ne puissiez plus avoir de place ou qu'il y ait un problème de plateforme. Lundi matin, la première chose que vous faites, après avoir consulté chaque lien, et je vous les ai donnés dans l'ordre d'importance, chaque lien, faites-les tous, hein, vous pouvez les faire ce soir, mais pour le dernier lien, vous ne pourrez pas vous inscrire. Moi, j'ai essayé de m'inscrire là, juste avant de commencer et je n'ai pas réussi. Vous inscrivez et dès que vous avez un problème, vous ne comprenez pas quelque chose, votre enfant est bloqué, vous allez pouvoir vous reporter à MaxiCours et puis essayer de trouver une vidéo qui parle de ce sujet, un PDF qui parle de ce sujet. Vous avez des quiz, vous avez des contrôles. Donc, c'est quelque chose, un élément supplémentaire dans votre gamme de ressources. Je vous en donne 4. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien de faire comme toutes ces personnes qui vont stocker 1 milliard de vidéos, 1 milliard de PDF, 1 milliard de livres qu'ils ne consulteront jamais. Et ça, c'est une des caractéristiques dans des périodes comme ça de pandémie ou de manque. Les gens, ils emmagasinent parce qu'ils ont peur et à la fin, soit ça pourrit, soit tu ne le consulteras jamais. Donc, combien d'heures de cours par discipline? En fait, comme vous allez avoir vos enfants et vous allez pouvoir vous centrer sur eux, il n'y a pas de nombre d'heures. D'accord? C'est que vous allez vous fixer des objectifs en termes de leçons et d'exercices. Classiquement, quand vous êtes en cours, admettons vous êtes en primaire, le prof il fait son programme de la journée, il dit tous les matins, tous les lundis matins, de 8h30 à 9h30, il y a mathématiques. Donc il va faire 1 heure de maths. Mais il fait ça pour 24, 30 élèves. Vous êtes avec votre enfant. Alors, une chose que j'ai oublié de vous dire et qui est importante, c'est si vous n'avez pas encore pris contact avec vos enseignants, essayez de le faire, même si c'est peut-être un peu tard. Il y a des plans qui sont mis en disposition. Nous, l'école des enfants nous a envoyé un mail. Ils nous ont dit qu'à partir de lundi, ils allaient nous transmettre les informations, les profs, etc. Ils nous ont envoyé des mails. Donc, consultez ces mails-là et n'hésitez pas à poser des questions aux profs. Donc, faites le lien avec le scolaire. Donc, c'est le lien avec le professeur de la classe de votre enfant. Et combien d'heures de cours? Il n'y a pas vraiment d'heures de cours. Si, par exemple, votre enfant, habituellement, dans sa journée, je vais prendre un exemple simple, dans sa journée, il avait 4 matières, maths, français, histoire et, je ne sais pas moi, dessin, art plastique. Vous essayez de faire en sorte de faire toutes les matières le matin. Le mieux, c'est le matin. Et vous faites en fonction des objectifs, pas en termes d'heures. Si votre enfant, vous lui donnez un cours de maths, en 20 minutes, 10 minutes, il a compris, donc vous lui expliquez la leçon. Vous faites un exercice d'application. Et ensuite, vous lui faites un petit exercice pour voir s'il a bien compris. Si vous voyez qu'il a bien compris, vous passez à l'autre matière. Et il n'y a pas besoin de rester 1 heure. Ne restons pas figés sur les heures. Les heures, le cadre horaire, il a été fait pour des conditions spécifiques de classe à 34, à 20 ou à 24, du lundi au vendredi. Là, on n'est plus dans ce cadre-là. On est dans un cadre qui est individuel, donc on a le temps de s'attarder un petit peu. Donc ça, c'est quelque chose
qui est super important. Maintenez les horaires de classe. Évitons le maximum de dire oui, j'ai un peu de temps, ils vont se reposer. Là, ils vont se reposer. Laissez vos enfants se reposer samedi, dimanche. Mais lundi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince vont venir chez vous pour vous serrer la pince. Donc, gardez le temps scolaire le même que celui de l'école. Au moins pour le matin. C'est ça que je veux dire. On ne va pas faire du 9h, du 8h30, 16h30. Mais au moins pour le matin. Réveillez-les à la même heure. Un bon petit déjeuner. Vous commencez à travailler les différentes matières. N'oubliez pas les pauses. N'oubliez pas les pauses. Et je vous donne quelque chose qui est important. C'est faites une pause avec vos enfants à peu près toutes les 30 minutes. Toutes les 20-30 minutes, faites une pause. Quand je dis une pause, on ne va pas sortir un gâteau au chocolat, on ne va pas commencer à jouer à Tetris, pas du tout. Une pause, c'est simplement une distraction, une petite question, un petit quiz qui n'a complètement rien à voir avec ce que vous êtes en train de faire. Il faut que ce soit distractif, mais gardons quand même un côté un peu pédagogique. Ça peut être se lever, marcher un petit peu, aller boire un verre d'eau, faire quelque chose d'utile. Par contre, évitons tout ce qui est téléphone, ordinateur récréatif, les jeux vidéo, tout ça, évitons le max. Donc, on va essayer de travailler le maximum sur la matinée. Ensuite, ce qui serait intéressant de faire, c'est de jouer avec les enfants, de développer la culture familiale autour du jeu. Et là, il y a quelque chose qui est bien, je trouve, ce sont les jeux de société. Profitons pour faire des jeux de société avec nos enfants. Il y en a plein. Le Trivial Poursuite, le qui est, le Uno, ce que vous voulez. Et c'est important de développer ces côtés sociabilisants, ces espèces de feintes pédagogiques qui permettent de communiquer, de préciser les propos que les enfants peuvent tenir, d'enrichir leur vocabulaire. C'est super important. Et aussi de sortir, dans la mesure du possible, au parc ou dans des grands espaces. Il y a des études qui ont été menées et qui prouvent que le fait de sortir dans des grands espaces apaise l'esprit, plutôt que dans des endroits qui sont fermés, confinés, comme dans les grands quartiers avec des grands bâtiments où la vue elle est bloquée. Non, un espace vert avec de la verdure, avec de l'air qui circule, le vent, les arbres et tout, c'est quelque chose que l'être humain, il apprécie au fond de lui, et donc ce serait utile de les sortir, de leur faire du sport, des activités sportives, des activités artistiques, le dessin, la musique, toutes ces choses qui peuvent enrichir la culture de nos enfants. Donc là, du point de vue du temps, je ne peux pas vous donner quelque chose de très strict, mais basez-vous uniquement sur les réussites de votre enfant. Il a fait sa leçon, il a fait son exercice, il a bien compris, next. Vous avez fait toutes les matières, ça vous a pris 2 heures, il n'y a pas besoin de plus, ok ? C'est bien, ça va donner peut-être un autre rapport, nous aussi, un autre travail, et ça va nous permettre aussi de gérer nos priorités. Aujourd'hui, maladie égale la mort. Et c'est une bonne occasion de se poser les questions des priorités. Aujourd'hui, est-ce que nos priorités, c'est de produire dans un système pour payer des impôts à la fin et une retraite, et au passage, même pas profiter de la richesse que représentent nos familles, notre entourage, nos parents, pour tous ceux qui ont perdu des parents, vous savez de quoi je parle. C'est important, je trouve, à mon sens. Je dis pas que c'est la vérité, je ne me permettrai pas de dire ça, c'est n'importe quoi. Par contre, c'est ce que moi je vois dans mon entourage. Oui, le jardinage, j'ai pas parlé de toutes les activités, mais le jardinage est une activité du point de vue cognitif qui est extraordinaire, parce que le lien avec la terre, le lien avec les 5 sens, le fait de toucher de la terre, le fait de sentir la terre, de sentir les herbes, de sentir les fleurs, de sentir les plantes, cela, il nourrit en fait les sens et il nourrit l'esprit de la personne. Sachant que le jardinage, si vous regardez un peu dans la culture zen, si vous regardez un peu le bonsaï, des choses comme ça, ce sont des disciplines qui sont très importantes sur la concentration de la personne. Donc, plus on le fait jeune, plus l'esprit il s'habitue à ça. Comment faire travailler un jeune de 3e? Ça, c'est une grande question parce que Mimi Baba pose la question sur l'adolescent, donc l'élève de 3e. Comment faire travailler Alors, quand on dit un élève de 3e, c'est un individu, c'est-à-dire que c'est pas tous les élèves de 3e qui ont le même profil que votre enfant. Il y a des élèves de 3e qui sont autonomes. Quand j'étais jeune, moi, depuis que je suis en maternelle,
Même en primaire, ma mère, elle m'a jamais demandé d'aller travailler. Je faisais mes devoirs tout seul. La primaire, le collège, la terminale, la fac, jusqu'à maintenant, je rédige, j'écris des articles, je fais mes trucs tout seul. Donc, et dans ma classe aussi, il y avait plein de gens qui sont autonomes. C'est-à-dire que comment faire travailler un jeune de troisième, la question c'est qu'est-ce qui le démotive, premièrement, et qu'est-ce qui le motive, deuxièmement. Quand vous allez comprendre comment il fonctionne mentalement, vous allez pouvoir le mettre au travail. Et donc le travail, c'est pas une valeur en soi qui peut être comprise par tout le monde. Quelqu'un qui n'a pas besoin de travailler, il ne travaille pas. Quelqu'un qui n'a pas besoin de travailler, il ne travaille pas. Donc il faut créer le besoin chez la personne. Donc il faut déceler ses besoins fondamentaux. Votre enfant, il aime quoi? Surtout, il n'aime pas quoi dans le travail qu'on lui offre à l'école ou à la maison, et qu'est-ce qu'il aime lui dans les choses qu'il fait, dans les activités qu'il fait. Parce que quand votre enfant il joue aux jeux vidéo ou il aime le foot et tout, c'est que dans ces activités-là, il cherche quelque chose. Il a un besoin psychologique à assouvir. Il y a quelque chose qui se cache derrière. Quand on découvre ce besoin psychologique qu'il a besoin de combler à travers son activité, que ce soit le jeu vidéo, attention, les jeunes ne jouent pas aux vidéos ils ne jouent pas tous pour les mêmes raisons. Attention. Et ça, c'est quelque chose que on a du mal à comprendre parce que ça nous arrange de mettre tout le monde dans la même case. Quand on rentre dans l'éducation, oui, il y a des profils qui sont très généraux, mais après, on rentre dans les besoins particuliers. Donc, ce que je pourrais vous conseiller, humblement, c'est de comprendre qu'est-ce qui démotive votre enfant et qu'est-ce qui le motive. Oui, parce que la question, elle se pose sur les collégiens, les lycéens. Il y a le bac dans pas longtemps, il y a le brevet dans pas longtemps. Donc, par exemple, Mimi Baba, si votre enfant, il a un peu la fibre un peu, comment dirais-je, je dirais un peu rebelle, un peu compétitif, vous pourriez utiliser des phrases un peu pour un rebelle. Un rebelle, on lui parle en le provoquant. On lui dit, mais t'es pas capable de faire ça. Tu le fais pas ça parce que tu sais pas le faire en vérité, c'est pour ça. Hein, il y a un côté un peu où vous allez vous lancer dans un peu, on va pas dire c'est du bluff, mais c'est de la stratégie pour l'amener le titiller sur ce qui va le faire réagir, qui va le déclencher. Mais si vous lui dites, si lui il est pas rebelle et vous lui dites oui c'est pour ton bien parce que quand tu seras plus grand tu devras travailler parce que tu devras payer un loyer. Il se peut que votre enfant il se projette pas dans l'avenir. S'il se projette pas, il peut pas supposer un besoin qu'il ne vit pas dans le présent. Donc ça c'est quelque chose à avoir. Doit-on faire avec le programme de l'éducation nationale ou peut-on faire le nôtre? En fait, si l'enfant, Haïtem, il est dans l'éducation nationale, si tu l'avances trop et qu'il retourne à l'école, alors c'est bien dans l'absolu parce qu'il aura un bon niveau, mais de manière relative dans la classe, tu peux trouver des professeurs qui vont plus s'occuper de ton enfant, si tu vois un peu ce que je veux dire. Parce qu'ils vont dire, moi lui, il connaît déjà, et puis ça dépend du tempérament de ton enfant. Il y a des enfants, quand ils sont trop avancés, ils développent un comportement agité, ils ont envie de jouer parce qu'ils connaissent déjà, ils n'écoutent même pas parce que ça ne les intéresse pas, c'est trop facile. Donc, si ils vont retourner dans une classe, moi, je te dirais, il faut les emmener au top à chaque fois. Donc, tu peux faire le tien. Simplement, si tu as la possibilité en parallèle, et là, je ne peux pas te donner plus d'explications que ça, si tu as la possibilité en parallèle de canaliser l'enfant pour qu'il reste quand même sage dans la classe, tu peux faire le tien. Tu peux faire le tien. Sachez une chose aussi, c'est que les élèves qui réussissent très bien, les gens qui sont réussite quand ils grandissent, les gens qui sont un peu exceptionnels, c'est parce qu'ils ont bénéficié de conditions exceptionnelles. Faut pas se leurrer, hein. Faut pas non plus raconter des âneries aux gens. C'est les gens, les sommités, les prix Nobel ou les gens qui ont été très loin par la suite. C'est soit ils avaient quelque chose de spécial, ils avaient une façon de voir, leur cerveau il fonctionnait pas comme les autres, ils étaient un peu surdoués, etc. Ou soit les parents leur ont donné des méthodes ou des contenus. Moi, je me rappelle d'une histoire de Jean d'Ormesson, l'académicien. Il racontait quand il était petit, c'est sa mère qui lui a appris le latin alors qu'elle connaissait pas le latin. Elle avait commencé à l'initier au latin alors qu'elle-même elle connaissait pas, donc elle avait dû apprendre un petit peu pour commencer le latin avec son fils. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Et vous voyez après ce qu'il est devenu, Jean d'Ormesson, tout le monde le connaît. En tout cas, si tu veux les avancer, avance-les. Et tu vas leur montrer aussi d'une certaine manière que l'éducation à la maison, elle est complémentaire de l'éducation à celle qui est à l'école. C'est-à-dire qu'il faut quand les enfants fréquentent des lieux, l'école, la société,
la maison, les grands-parents, plus ces milieux, plus ces différents endroits sont interconnectés et travaillent en collaboration, plus l'enfant il est équilibré. Mais si on a un discours dans l'école, puis on a un discours contradictoire à la maison, et on a un discours contradictoire au centre aéré, on a un discours contradictoire chez la grand-mère, l'enfant, bon, avec le temps, il construit son intelligence, il sait faire la différence. Mais au début, ça peut être perturbant. Et nous, on ne veut pas perturber les enfants. C'est aussi une chose qui est importante, c'est qu'au-delà du contenu en termes de quantité, ce qui est important, ce sont les méthodes. Les méthodes. OK? Ça, c'est fondamental. La façon d'apprendre est plus importante que ce que tu apprends en réalité. Alors ça c'est quelque chose qui est à mon sens. Hein, à mon sens. Parce que la quantité, après, tu la gères. Et si tu apprends avec des bonnes méthodes, tu vas optimiser même ta quantité d'apprentissage. C'est par là qu'il faut commencer, plutôt que gaver. Par contre, le côté gavage, jusqu'à une certaine limite, il est acceptable parce que il faut pas se laisser leurrer par la compréhension. Nous, on croit que quand on grandit, c'est vrai. Quand on grandit, quand tu as besoin de comprendre pour apprendre. Quand tu es petit, tu n'as pas besoin. Donc, c'est là qu'il faut profiter pour pouvoir apprendre de la quantité pour les enfants. En partie, j'ai toujours eu un problème avec l'idée de lecture rapide. Moi, je lis comme une promenade, je flâne. C'est une façon de lire, Haïtem. C'est comme si tu me dis, moi, j'ai toujours eu un problème avec le footing. J'aime bien marcher dans le parc. Si toi, tu aimes la promenade et que tu te nourris de cette promenade, lecture-promenade, c'est intéressant. C'est bien. Par contre, si tu veux découvrir un auteur dans un minimum de temps et que tu n'as pas nécessairement 2 mois ou 3 mois de temps de lecture à ta disposition, une après-midi, ça suffit à lire 3-4 livres en fait, du même auteur ou sur un même thème. C'est ça qui est intéressant. Si tu as des conférences à préparer, si tu as une bibliographie à traiter parce que tu passes un concours, si tu as envie de te faire tous les Agatha Christie d'un coup ou tous les Harry Potter, en lecture rapide, c'est bien. C'est bien. Après, il y a une chose, item aussi, qui est, ce que tu me dis, ça me fait penser à plein de questions qui m'ont été posées en formation. C'est celui qui ne fait pas de lecture rapide, il n'a pas le choix que de se promener et de flâner. Celui qui sait faire de la lecture rapide, quand il veut accélérer, il accélère. Quand il veut flâner, il flâne. Il a le choix. Ce que la position du lecteur classique n'a pas, en fait. N'a pas. Donc, c'est difficile de se projeter sur une méthode et une technique qu'on ne connaît pas. Et surtout, non seulement on ne connaît pas, mais on croit la connaître en l'assimilant à ce qu'on appelle la lecture en diagonale. La lecture en diagonale n'est qu'une technique du panel de la lecture rapide. Voilà. La lecture rapide, c'est des techniques et de la stratégie. La technique et de la stratégie. Voilà. Et c'est pas uniquement pour les livres, hein, c'est pour les articles. Plus aujourd'hui, vous savez qu'un Wikipédia, tu traites plein d'articles. Voilà, item pour la lecture rapide. Mais il n'y a pas que toi. Hein. Y a pas que toi. Il y a plein de gens. Il y a plein de gens qui ont ces a priori-là, ce que je peux comprendre, parce que de toute manière, quoi qu'il arrive, à l'école, on nous a appris à lire lentement, parce que c'était l'apprentissage de la lecture, ça se fait lentement au départ. Cependant, quand on grandit, lire comme quand on était en primaire ou en collège, alors qu'on a 30 ans ou 40 ans ou 45 ans, je trouve que c'est pas optimum. C'est comme si on continuait à parler comme quand on était petit ou continuait à faire les mêmes actions. C'est-à-dire la lecture, elle doit progresser avec notre progression, notre maturité, notre côté intellectuel. Notre méthode de lecture, elle se nourrit avec tout ce qu'on lit aussi. S'il y a des collègues profs aussi qui ont assisté, n'hésitez pas à créer des pages de solidarité où on va pouvoir se mettre à dispo pour aider les gens dans des matières. Par exemple, vous êtes prof de français, vous êtes instit, là vous allez avoir du temps libre. Alors au début peut-être pas parce qu'il va falloir aider les familles, leur transmettre des mails, de leur donner de la doc, etc. Et si vous avez le temps, moi j'appelle mes collègues professeurs de toutes les matières, de tous les niveaux, à créer une page avec votre nom et la matière, et vous vous mettez disponible pendant 1 heure à 2 heures, comme vous voulez, une demi-heure, dans la journée ou le soir, à disposition des enfants, à disposition des élèves. Et ça, c'est la solidarité, ça, c'est la beauté de l'être humain, ça, c'est la dignité, l'honnêteté de ce que nous, on peut apporter à notre niveau, et ne pas jouer sur cette
sur ce désastre-là qui nous arrive, parce que peut-être qu'on va rester bloqué pendant 3 semaines jusqu'aux vacances, et ça va durer peut-être après, même jusqu'après les vacances. Et là, les autres qui vont te vendre des masques à 15 balles, les autres ils vont te vendre du truc hydroalcoolique, peut-être qu'on va rationner la nourriture et on va arriver à s'entretuer, mais ça sert à rien. Si on vit dans l'humanité alors qu'on se ressemble tous, pour qu'à la fin, dès qu'il y a un problème, chacun pour soi, c'est qu'on n'est pas si humain que ça en réalité. Et c'est dommage de passer à côté, justement, de découvrir toutes ces personnes qui ont quelque chose à nous apporter. Et la première chose, c'est qu'est-ce que moi je peux apporter aux autres. Donc moi, je pense que je vais le faire. Je vais trouver un moyen de me rendre disponible 1 heure ou 2 heures dans la journée. C'est quelques conseils, hein. Vous allez voir, c'est beaucoup de choses que peut-être vous connaissez déjà, mais il y a toujours du bon à rappeler les choses parce qu'avec la vie, on oublie avec le stress de cette maladie. Moi, j'ai remarqué que cette maladie, elle a plus attaqué symboliquement les gens que physiquement, parce que quand vous regardez bien autour de nous, il n'y a pas autant de gens encore, qui sont touchés physiquement par la maladie. Par contre, tout le monde a été touché mentalement par la maladie. Donc, c'est le côté symbolique et mental du coronavirus qui est pour moi beaucoup plus puissant que son côté physique, maladie, etc. Donc, j'ai déjà expliqué ce point en vous disant où il fallait se documenter et s'informer pour pas péter un plomb et se ruer dans des magasins. Puis, vous savez qu'avec le stress, on mange plus. On mange plus parce qu'on libère plus d'énergie. Le fait de se calmer, de rester zen, de rester tranquille, c'est moins d'énergie. On va gérer l'énergie et donc vous pouvez rationner votre nourriture et faire les survivalistes. Est-ce que vous avez des questions sur... Alors, n'oubliez pas de cliquer sur les différents liens, d'accord, sur les différents liens dans l'ordre, si possible pour vous. Après, vous faites ce que vous voulez, bien entendu, qui vont vous donner des indications quant au type d'aide auquel vous pouvez avoir l'accès durant ces mois, ces mois, j'espère pas, ces jours ou ces semaines, du moins, pour